Bon, mes chers collègues, nous allons ouvrir cette audition. Nous entendons aujourd'hui M. François Bergère, directeur de la mission d'appui au partenariat public-privé au ministère de l'économie et des finances, la MAP, M. Antoine Tardiveau, qui est directeur de projet aussi à la MAP. Alors, messieurs, dans le cadre de votre intervention liminaire, nous souhaitons que vous nous présentiez brièvement la mission, les missions et les moyens de la MAP, en particulier que vous précisiez à quel moment de la procédure elle intervient ou peut être sollicitée, et quelle était son expérience acquise sur d'autres PPP au moment où elle a eu à examiner le PPP écotaxe. Nous attendons également une présentation et un commentaire de l'avis du 12 février 2009 sur le projet écotaxe, en particulier des explications sur le choix de la MAP de ne comparer que 2 solutions intégrées du contrat. Je précise à mes collègues qu'il s'agit de l'avis qui leur a été distribué la semaine dernière, que vous avez eu avec la convocation. Je vous informe que cette audition est bien évidemment ouverte au public et à la presse, qu'elle fait l'objet d'une captation vidéo ainsi que d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle que, conformément aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment. Je vous rappelle également qu'en cas de faux témoignage, les personnes entendues sont passibles des peines prévues par les articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Alors, messieurs, je vous demande de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Donc, je vous donne maintenant la parole. Donc, on a dit pour un exposé liminaire, on va dire d'une dizaine de minutes, si vous voulez bien, à la suite duquel le rapporteur, Mme Virginie Claes, ainsi que les autres membres de notre commission, vous poseront des questions. Voilà. Vous avez la parole, M. Berger. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la MAP que je représente ici avec mon collaborateur Antoine Tardiveau est sensible à l'honneur que vous lui faites en l'invitant à venir témoigner de son rôle et de sa contribution au montage de ce projet écotaxe. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter en quelques mots la mission que je dirige. La MAP est en effet une mission qu'on pourrait qualifier d'atypique dans le paysage administratif français, officiellement qualifiée d'organisme expert par l'ordonnance de 2004 qui crée le contrat de partenariat. Elle a été installée auprès du ministre de l'économie et des finances le 27 mai 2005 et transformée en service à compétence nationale et rattachée au directeur général du Trésor il y a ça 3 ans. Elle compte aujourd'hui, outre moi-même, 5 collaborateurs techniques en charge d'instruire et de valider les dossiers qui leur sont soumis. Alors, quelle est sa mission? Le législateur, lorsqu'il a créé cet outil innovant de la commande publique qu'est le contrat de partenariat, a souhaité l'encadrer et mettre en quelque sorte des systèmes de sécurisation pour s'assurer qu'on y recourt à bon escient. Et la MAP est, je dirais, le principal outil à cet égard, avec une triple mission pour appuyer la mise en œuvre de cet outil PPP de la commande publique par les pouvoirs adjudicateurs. Sa première mission, elle est d'ordre méthodologique, consiste à élaborer la doctrine, la méthodologie de l'évaluation préalable, qui est le prérequis posé par le législateur avant de pouvoir engager une procédure de PPP, donc une évaluation qui va être menée entre les différents modes de contractualisation envisageables, PPP bien sûr, mais aussi les modes classiques, traditionnels, qu'on désigne souvent sous le terme de maîtrise d'ouvrage public. Donc, et analyse qui a pour objectif de fonder le choix final du schéma juridique retenu. À cet égard, la mission d'appui a élaboré au fil du temps un guide méthodologique très complet. Elle a construit des outils de simulation, de modélisation des coûts, de répartition, de valorisation des risques, tous outils qui sont mis à disposition des personnes publiques. Sa deuxième mission, on pourrait la qualifier d'une mission d'accompagnement des personnes publiques pendant les phases d'attribution et de finalisation des contrats. À cet égard, donc, elle a
produit et elle continue à mettre à jour et enrichir des clausiers types. Elle développe une doctrine d'emploi et des recommandations, des préconisations pour les dispositions contractuelles qui ont vocation à figurer dans les contrats de partenariat afin d'assurer au mieux la protection des intérêts de la personne publique. Et puis, la MAP a une mission qu'on pourrait qualifier de plus régalienne, puisqu'elle valide, elle est obligatoirement saisie, en fait, pour tout contrat de partenariat public-privé lancé par l'État ou un établissement public national doté d'un comptable public. Et ceci à un double moment, avant et après l'engagement de la procédure d'attribution. Au stade amont, c'est-à-dire avant de lancer un avis public à concurrence, elle va valider le principe du recours au contrat de partenariat, le choix du mode PPP pour mettre en œuvre le projet, au vu de l'évaluation préalable soumise par le pouvoir adjudicateur. J'insiste là-dessus, ce n'est pas nous qui faisons l'évaluation préalable comparative. Elle doit être réalisée par le porteur public du projet, le ministère, l'établissement public, la collectivité locale, qui peut s'aider d'ailleurs à ce titre d'assistant à personnes publiques, de conseils spécialisés, mais elle doit être faite en respectant les recommandations méthodologiques que nous avons élaborées, que j'évoquais au titre de la première mission, et nous nous assurons que, effectivement, cette évaluation préalable, elle a un caractère démonstratif, argumenté, qui emporte la conviction et qui permet donc, si c'est le cas, de valider le choix du recours au contrat de partenariat. Nous réintervenons en aval, c'est-à-dire à l'issue de la procédure d'attribution, laquelle procédure d'attribution prend en général la forme d'un dialogue compétitif, pour apprécier, pour le compte du ministre chargé de l'économie, et en liaison avec les services de la direction du budget, qui effectue de son côté la vérification de la soutenabilité budgétaire pour le compte du ministre du Budget. Nous-mêmes, donc, nous allons nous assurer que le point d'atterrissage, c'est-à-dire l'offre finale correspondant à l'attributaire pressenti à l'issue de cette procédure d'attribution, elle est en ligne avec ce qu'on pouvait attendre, ce qu'on avait envisagé, cherché à chiffrer au stade de l'évaluation préalable, qu'elle a effectivement permis de faire apparaître les avantages qu'on attendait du recours au contrat de partenariat, que le projet de contrat est conforme à nos préconisations et à nos recommandations et qu'il est protecteur des intérêts de la personne publique. Donc on essaie d'apprécier globalement, si vous voulez, à la fois la conformité du produit final et son impact sur les finances publiques avant d'autoriser la signature. Ce n'est pas nous qui autorisons la signature, c'est le ministre de l'économie sur la base du rapport que nous lui adressons donc à ce stade final, une fois l'attributaire choisi, mais avant la signature définitive du contrat. Donc on peut considérer qu'en pratique, l'avis de la MAP est conforme pour les projets de l'État, c'est-à-dire qu'il a vocation à être suivi. Alors les collectivités locales, elles, peuvent saisir la MAP si elles le souhaitent, sous couvert du préfet, pour bénéficier d'un avis motivé sur l'éligibilité de leur projet au contrat de partenariat, sur la base de l'évaluation qu'elles nous transmettent, mais elles n'ont aucune obligation de le faire. Et la règle constitutionnelle de liberté de gestion, elles peuvent le faire, ça ne leur coûte rien, mais il n'y a pas d'obligation à cet égard. Je précise que nos avis, les avis amont, ceux qui couvrent l'éligibilité d'un projet à un traitement en mode contrat de partenariat, sont mis en ligne et consultables. Ils sont mis en ligne à partir du moment où le projet correspondant a été effectivement attribué, signé, fait partie des pièces qui sont communicables et donc communiquées sur notre site Internet. La MAP a émis près de 200 avis motivés depuis l'origine, en 2005, sur 200 projets différents. En gros, un petit quart de projets niveau État, pour lesquels notre compétence est obligatoire, 3/4 de projets collectivités locales. La très grande majorité de ces avis ont été positifs. On s'en est parfois étonné. Je précise que le caractère sélectif de notre revue, il intervient en fait en amont. C'est-à-dire qu'une cinquantaine d'évaluations préalables correspondant à des projets dont nous avons été saisis ont été écartées suite aux premières itérations que nous avons eues avec les porteurs publics de projets, sans que nous ayons besoin d'aller jusqu'au stade final, c'est-à-dire l'émission d'un avis formel négatif. Mais il y a bien un processus de sélection, un tri qui est opéré à cette étape par la mission d'appui. Je signale enfin que la mission assure le suivi des contrats signés qui doivent lui être transmis. La mission d'appui est en quelque sorte le notaire
public des contrats de PPP. Tous les contrats signés en France, qu'ils aient ou non été soumis à son examen préalable pour les contrats locaux, doivent lui être transmis, ce qui nous permet de constituer une base de données et de capitaliser le retour d'expérience, partager les bonnes pratiques et assurer un retour vers les acteurs publics du marché, de même qu'on est habilité à proposer des évolutions de la réglementation en vigueur au pouvoir public. Il s'agit finalement, à l'instar de l'organisation retenue dans les quelques 25 pays européens de l'Union européenne qui ont fait le choix de développer le recours au PPP et qui se sont presque tous dotés d'une task force PPP, il s'agit d'encadrer et de s'assurer du recours à bon escient à un outil qui a un fort potentiel d'optimisation technico-économique, mais qui reste un outil d'usage délicat, qui emporte des conséquences au long terme pour la personne publique. Je rappelle que dans un PPP de type contrat de partenariat, le paiement reste assuré par la personne publique. Le financement de la personne privée n'est qu'un préfinancement, et c'est bien la personne publique qui va payer au final. Elle va payer de façon étalée, lissée dans le temps, modulée en fonction des performances, mais c'est bien un engagement budgétaire de long terme qu'elle souscrit. Il faut donc faire attention, s'engager à bon escient, c'est notre rôle. C'est notre rôle également de compenser l'asymétrie fondamentale de compétences qui peut exister entre côté privé des grands opérateurs privés, BTPistes, opérateurs de services collectifs, grands équipementiers qui ont en général une bonne expérience et une longue pratique de cet outil PPP sous ses diverses formes, en France ou à l'international, et des administrations publiques, même au niveau national, dont c'est souvent la première fois qu'elles recourent à cet outil innovant. Donc on est là pour essayer de rétablir un peu aussi l'équilibre ou limiter les asymétries dans la procédure de discussion ou d'attribution. Alors la MAP n'est pas seule à accompagner ces administrations publiques. Si elle a vocation à dire le droit en matière de méthodologie, de doctrine d'emploi, le pilotage opérationnel de ces grands projets PPP, lui, il reste porté par les administrations, les pouvoirs adjudicateurs, et qui s'appuient en pratique souvent sur des missions spécialisées, mission d'appui à l'investissement, telle que pour le projet qui nous occupe, la mission d'information tarification routière, ou la mission PPP de la DGITM, que je crois vous avez déjà eu l'occasion d'auditionner la semaine dernière. D'autres ministères, comme la justice, la défense, la santé, les universités, disposent de leur propre mission d'appui à l'investissement spécialisée, avec lesquels nous travaillons en étroite coordination sur les projets qu'elles lancent en mode PPP. Dans ces cas, la MAP, au-delà de son intervention obligatoire, encore une fois, en validation amont et aval des projets, peut également être confiée, il n'y a pas d'obligation, à suivre le processus d'attribution du contrat de partenariat pendant la phase de dialogue compétitif, puisque c'est en général la procédure suivie. Donc pour résumer, la MAP, organisme expert pour les PPP, n'a pas vocation à se prononcer sur l'opportunité de lancer un projet. Ça n'est pas notre sujet. Nous sommes là uniquement pour apprécier si les conditions fondant ou justifiant le recours au contrat de partenariat sont réunies ou pas, au regard de l'ordonnance de juin 2004, et nous pouvons ensuite accompagner, sur sa demande, le donneur d'ordre public au cours de la procédure d'attribution et réintervenir donc au niveau final pour les seuls projets de niveau État pour valider le projet de contrat avant sa signature. Je termine maintenant en ce qui concerne le projet Ecotax. Donc, au cas d'espèce, la mission d'appui, en application des textes, a été saisie pour validation en janvier 2009, validation de l'éligibilité de ce projet à un mode de réalisation contrat de partenariat sur le fondement de l'évaluation préalable réalisée fin 2008 par le ministère de l'écologie et du développement durable. Elle a été associée aux réunions du comité de pilotage, en tout cas la plupart de ces réunions, comité de pilotage qui est en charge de l'organisation et de l'avancement technique du projet et qui s'est réuni régulièrement de 2008 à 2011, ainsi sur une base plus limitée qu'aux réunions de la commission consultative d'attribution qui a été chargée de suivre et valider les étapes du processus d'attribution. C'est Antoine Tardivaux, ici présent, directeur de projet qui suit plus particulièrement les dossiers à caractéristiques technologie de l'information et de la communication, qui a été notre représentant dans ces comités. Par son avis, émis le 12 février 2009, elle a validé le choix du recours au CP sur le critère mis en avant par les auteurs de l'évaluation préalable, qui est le critère de la complexité. Complexité principalement technique et fonctionnelle aux différents stades de ce projet à caractère inédit et innovant. Alors,
On pourrait y revenir dans le commentaire plus détaillé qu'on fera de l'avis, mais la complexité nous paraît effectivement particulièrement bien étayée dans un projet comme celui-là, plus que dans la grande moyenne des projets en tout cas. Au plan financier, le schéma CP, nous l'avons dit également dans l'avis, nous apparaissait préférable au schéma marché public, non pas en coût global de la solution. Les coûts étaient à peu près comparables, voire légèrement plus élevés en mode CP du fait du surcoût du préfinancement privé, mais en termes de bilan global économique, puisque la formule du CP a pour avantage principal d'accélérer les délais de livraison et donc de permettre plus tôt la perception de la recette escomptée en matière d'écotaxe. Et c'est ce bilan coût-recette qui était plus favorable dans le cas du PPP et qui est venu donc corroborer ou renforcer l'argumentaire juridique basé sur le critère de complexité. Et ceci, donc avantage comparatif solidement étayé, nous semble-t-il, avant même la prise en compte de l'incidence monétaire des risques qui vient, en règle générale, renforcer l'avantage constaté au profit du CP. Dans le même temps, je précise que la MAP a instruit une demande de garantie des financements en dette à mobiliser pour ce projet. C'est un chantier un peu parallèle et simultané dans le cadre du plan de relance 2009-2011 qui avait été lancé par le précédent gouvernement. La MAP a été chargée d'instruire les demandes de garantie de financement privé en dette d'un certain nombre de grands projets prioritaires d'État, parmi lesquels ce projet, avec à l'appui une enveloppe de 10 milliards d'euros. Nous avons instruit le dossier écotaxe. Nous avons d'ailleurs conclu en mai 2010 à l'éligibilité de ce projet à une garantie d'État portant sur une fraction de la dette pendant la période de construction, assortie évidemment d'un coût, une prime facturée à l'attributaire. En définitive, l'attributaire a considéré qu'il pouvait faire sans réclamer cette garantie et au final, le montage financier n'a pas recouru à cette garantie d'État qui avait été envisagée et que nous avions instruite. Après diverses évolutions, comme vous le savez, de périmètre et à l'issue d'un dialogue compétitif en 2 phases, à 5 candidats, dont 3 sont allés jusqu'à l'offre finale, la procédure a débouché sur le choix d'un attributaire en janvier 2011, suivi d'une phase de mise au point du projet de contrat. La MAP a été beaucoup moins associée à cette étape finale de rédaction, finalisation du contrat. Elle n'a même été saisie du projet finalisé de contrat à valider que dans la toute dernière étape de la procédure, sous une contrainte de délai de 48 heures, ce qui est un peu exceptionnel, je dois dire. Dans son rapport au ministre de l'économie daté du 14 octobre 2011, le rapport donc, qui doit permettre au ministre de l'économie d'autoriser ou pas son collègue en charge du dossier à signer le contrat final, la MAP relevait que l'évolution des caractéristiques économiques et financières du projet au cours d'une procédure plus longue que prévue ne remet pas fondamentalement en cause l'avantage comparatif de la formule CP. Elle validait également le projet de contrat soumis. Pour autant, elle recommandait, si les délais le permettent encore, de préciser ou d'ajuster certaines formulations pour éviter des incertitudes génératrices d'ambiguïté ou rétablir ce qui peut parfois apparaître comme un déséquilibre au détriment de la partie publique. Elle notait par ailleurs un TRI, un taux de rendement actionnaire anticipé élevé, et s'interrogeait sur la formule de calcul de l'indemnité pour résiliation du CP pour motif d'intérêt général. La signature sous très forte contrainte de délai sous les 6 jours qui ont suivi des documents contractuels validés par les directions juridiques de Bercy et du MEDE n'a pas permis de procéder aux ultimes ajustements demandés. Depuis la signature du contrat de partenariat avec Omouv, la MAP n'a plus eu l'occasion d'intervenir. Elle ne participe pas au comité de suivi interdirectionnel chargé de suivre les problèmes de mise en œuvre du dispositif, pas plus qu'elle n'est associée aux discussions conduites ces derniers temps par les équipes du MEDE et de la Direction générale des infrastructures de transport. Elle a donc suivi les derniers développements en position d'observateur, sans être mise dans la boucle des décisions ou arbitrages en cours. Nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. Bergère.